Bonjour, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs. Et toi, chère Samantha, je voudrais te remercier parce que l'idée de ce colloque est vraiment magnifique. Elle est vraiment bien, c'est toi qui l'as pensée, qui l'as voulu, qui l'as organisée, et puis qui aujourd'hui le met en place. Donc vraiment, je voudrais te remercier. Je voudrais te remercier vraiment chaleureusement. Alors Mireille, que dire de Mireille? Que voulez-vous que je dise en un mot comme ça? Mireille, c'est une visionnaire, Mireille, c'est une icône, Mireille, je dirais, c'est une inspirante. Et moi, elle m'a inspiré toute ma vie à l'université dans le domaine pénal, dans lequel elle avait des analyses qui étaient vraiment passionnantes, dans lequel elle mêlait à la fois une très forte connaissance scientifique, solide, rigoureuse, et en même temps une action. Elle était dans ses commissions. Ça, moi, j'ai trouvé vraiment remarquable. Elle a toujours mêlé à la fois le fondamental et l'appliqué, j'ai envie de dire, reprendre cette distinction. Elle a été pour moi extrêmement inspirante et je ne sais comment la remercier. Je ne sais comment la remercier. Voilà, je vais tout simplement lui rendre hommage en faisant ce que tu demandes ici dans ton programme, ma chère Samantha, d'être quoi, prospectif et créateur. Voilà, je vais essayer, je vais faire ce que je peux. Mais parlant de Mireille, qui a justement été à la fois dans le domaine de l'intelligence et de l'action, je voudrais quand même dire quelque chose que j'ai appris ce matin qui m'a fait un immense plaisir. Au ministère de la Justice, Mireille a quand même été très, très active, notamment dans ses commissions de révision du Code pénal. Et qu'est-ce que j'apprends ce matin? Par deux anciennes étudiantes de Mireille, et puis d'autres sans doute aussi, d'avoir, j'allais dire, enfin... appeler une salle Mireille Delmas-Marty. Et voilà, c'est fait. C'est une très belle salle au ministère de la Justice. J'irai évidemment la voir. Et je trouve que ça, c'est un hommage magnifique à la fois à Mireille et puis à toutes les femmes qui travaillent dans ces domaines-là et dont elle a quand même été un peu le modèle, soyons bien clairs. Donc voilà, je ne sais pas où sont les deux personnes qui m'en ont parlé ce matin parce qu'on ne voit pas très bien le public. Mais merci à vous d'avoir eu cette magnifique initiative et j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc voilà, tout ça est un peu lié à cette initiative que tu as prise. Alors, puisque tu me demandes d'être prospectif et créateur, j'ai un peu réorganisé mon sujet. Et voilà, moi, je voudrais parler au fond du dialogue des juges par rapport aux droits humains. Et je vais prendre un cas, parce qu'il faut partir d'un cas, mais je vais partir du cas des procès climatiques, parce que ça me semble vraiment important, la question des procès climatiques et de l'environnement. Je ne l'ai pas dit dans le titre, peut-être c'est un peu mystérieux ce que j'ai mis comme titre, mais voilà, c'est ça dont je voudrais vous parler maintenant, dans les 20 minutes syndicales que tu m'as accordées. Alors voilà, c'est évident que les dégradations environnementales, nous le savons tous, sont à la source et entraînent en cascade des menaces directes, indirectes, qui portent sur de nombreux droits humains, la vie, la santé, la nourriture, l'eau, l'éducation, l'interdit. Et on pourrait évidemment multiplier les situations d'atteinte à ces biens communs, appelons-les comme ça. Et la migration environnementale, je pense évidemment François Héran qui est ici, ce n'est plus une fiction, c'est une réalité. Donc ça, c'est une évidence. Les droits humains sont de plus en plus liés aux défis environnementaux qui se posent au niveau mondial et dont le changement climatique, et c'est là où je voudrais m'articuler, est évidemment l'expression la plus violente. Certains disent que le changement climatique aujourd'hui, c'est la mère des batailles et qu'aucune démocratie au monde n'a jamais dû faire face à un défi aussi important. Vous avez vu la semaine dernière, le secrétaire général de l'ONU lui-même reconnaissait que la crise climatique, et là je le cite, est en train d'atteindre une portée destructrice inouïe. Alors dans cette perspective, moi, ma position est un peu la suivante. Je pense que si les droits humains transforment l'avenir du changement climatique, le changement climatique transforme aussi l'avenir des droits humains. Ça, j'en suis persuadée. Et qu'on voit apparaître à partir de là cette fameuse troisième génération des droits de l'homme fondée sur la nouvelle solidarité, sur la solidarité. Alors l'environnement, c'est évident que c'est une question universelle, existentielle, et ça requiert pour moi une nouvelle approche, une nouvelle alliance entre les politiques, les citoyens, les scientifiques, les artistes aussi. Mireille était très proche des artistes. Et c'est sûr que les artistes s'emparent des problèmes qui nous assaillent. Alors je pense à Gombré, à Weiwei, à tout ce que vous voulez. Des artistes dont souvent les œuvres sont des cris de révolte, au chanteur Sting par exemple. Je pense aussi, permettez-moi de le dire, à Antonio Benchinca, qui est ici dans la salle. C'est quand même un artiste, la boussole des possibles, dont on va parler tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est des artistes s'emparent de ces problèmes et parfois nous font voir les choses de manière tout à fait différente. Et moi, c'est ça qui vraiment me passionne. Alors, je pense qu'aujourd'hui, sur cette question, il faut mobiliser toutes les connaissances, même si, disons-le, tous les savoirs sont bousculés par la transition écologique et le droit en premier lieu. Alors voilà, maintenant venons vite à mon sujet. Comment est-ce qu'on est passé du changement climatique à la justice climatique? Et puis quelques décisions significatives, mais très rapidement. Un premier bilan de tout ça, et puis où en est la Convention européenne des droits de l'homme? C'est quand même elle que j'ai eu l'honneur de servir, et donc je voudrais dire un petit mot.
Alors, du changement climatique à la justice climatique. Vous avez évoqué ce matin la question du fossé, la question du gap. Et l'ONU, depuis longtemps, parle de cette question, le fossé entre le discours et l'action, entre ce que l'on sait et ce que l'on fait. C'est une évidence, et moi, ça continue à me perturber tous les jours. Alors, certains soutiennent que la démocratie telle qu'elle est ne peut plus trouver une solution à temps à la question du changement climatique ou du défi climatique. Et c'est comme ça que sont nées des assemblées citoyennes, des mouvements de désobéissance civile. Mais dans ce contexte, et c'est ça que je trouve intéressant, l'idée s'est acclimatée d'utiliser les leviers de l'état de droit. Et l'état de droit, qu'est-ce que c'est? Si on le dit en deux mots, ce qui est un peu audacieux de ma part, mais le droit au droit, c'est concrètement le droit au droit et le droit au juge. Alors, ces dernières années, c'est vraiment intéressant de voir comment la société civile a saisi les juges, les tribunaux dans différents pays de ce fameux contentieux climatique. Et aux États-Unis, il y a une littérature dont des gens ici sont beaucoup plus savants que moi. Madame Perrouzot, vous avez écrit beaucoup de choses là-dessus avec Christelle Courny. Ce sont les meilleurs travaux que je lis actuellement en France. J'allais dire en Europe, n'exagérons pas, mais en tout cas en France. Et donc, voilà, parler devant vous, alors m'impressionne un peu quand même, quoi. Mais on voit bien qu'aux États-Unis, il y a énormément de travaux là-dessus, dans ce qu'ils appellent le Climate Change Public Interest Litigation. Ce sont des questions d'intérêt général, le titre l'indique bien. Et au fond, ce que c'est le fin fond de ça, ce sont que des citoyens et des citoyennes demandent des comptes à l'État. C'est ça, et on reviendrait là-dessus en parlant des objections sur leur action ou leur inaction à mettre en œuvre les objectifs climatiques auxquels ils ont souscrit. Et cette tension entre les objectifs qui sont adoptés et les politiques mises en œuvre a évidemment mobilisé la société civile pour réclamer la justice climatique. C'est pour ça que c'est vraiment du changement à la justice par l'usage du contentieux. Je ne vais pas le développer, mais le rôle de la société civile dans cette démarche bottom-up est vraiment importante parce que la société civile, d'une certaine manière, devient une sorte de foyer de normativité juridique en appelant le pouvoir public à ses responsabilités. La question de la responsabilité, on nous viendra. Maintenant, évidemment que cette justice climatique fait craquer le moule traditionnel du procès. Ça, c'est certain. Le droit est revisité par rapport à ça. Donc, on est obligé un peu de se remettre en question, la Cour européenne des droits de l'homme aussi, parce que ça met en œuvre des questions inédites qui bousculent les questions qui, traditionnellement, structurent la pensée des juristes. La distinction entre le privé et le public, elle vole en éclats. Enfin, j'exagère, mais enfin, en tout cas, elle est remise en cause. L'individuel, le collectif, le substantiel, le processuel. Et c'est dans ce contexte qu'on a vu aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, en France aussi, mais c'est différent parce que c'est plus articulé autour de la responsabilité civile. Mais dans les pays que je viens d'évoquer, on assiste à une explosion de procès climatiques fondés sur les droits humains. Et donc maintenant, j'ai l'impression vraiment que les droits humains ont pris place dans le changement climatique et ce mouvement est irréversible, je le pense, et qui va bousculer l'interprétation du droit et teste ses limites. Et là, on trouve concrètement le dialogue des juges. On voit concrètement le dialogue des juges, non seulement internationaux, mais également nationaux. Les juges se sentent aujourd'hui engagés dans un dialogue global sur les droits fondamentaux qui sont susceptibles, je le pense vraiment, et oui, Mireille était visionnaire, qui sont susceptibles de contribuer à un droit européen commun des droits de l'homme. Alors, mon deuxième point, les décisions judiciaires. Je regarde ma montre avec angoisse parce que je ne peux pas dépasser mes minutes. Les décisions judiciaires significatives. Je vais me limiter très rapidement à 3 décisions qui me semblent vraiment apporter des éléments complémentaires à cette problématique des liens entre droits humains et changement climatique, et qui me paraissent novateurs. D'ailleurs, certains parlent de fondamentalisation des droits de l'environnement. Donc, je ne parlerai pas des décisions françaises qui sont plus liées sur la responsabilité civile. D'abord, je ne suis pas très experte là-dedans. Et puis, c'est vraiment tout un thème qui est, je trouve, d'une importance cruciale. Ce matin, ça a été évoqué, ce thème de la responsabilité. Il apparaît évidemment et devrait être examiné à frais nouveaux. Alors, Urgenda. Tout le monde connaît la fameuse décision Urgenda, l'arrêt de la Cour de Hoge Raad du Pays-Bas, 20 décembre 2019, qu'est-ce que je raconte, du 20 décembre 2019, c'est au fond un peu le premier procès climatique en Europe, soyons bien clairs. Et la Cour suprême des Pays-Bas se fonde expressément et sur la première fois sur la Convention européenne des droits de l'homme, droit à la vie familiale, et il dit une chose qui semble aller de soi, mais qui est quand même novatrice, ça oblige l'État à assurer une protection contre le changement climatique. C'est donc la mise en œuvre d'un classique de la Convention, les obligations positives qui incombent aux États d'assurer la protection des personnes exposées à des risques sérieux, substantiels, de conséquences graves et prévisibles en raison de l'inaction des pouvoirs publics. Je ne peux pas tout analyser, mais chaque mot compte. L'État doit donc anticiper. On a tellement parlé ce matin que Mireille évoquait ces questions d'anticiper. Eh bien, ici, on en a exactement l'exemple. L'État doit anticiper et prendre des mesures préventives pour éviter des dommages
souvent irréversibles. L'équité intergénérationnelle, les droits des générations futures. De manière un peu ambitieuse, j'ai mis ça dans le titre, tellement ça me paraît important. Et donc je dirais que quelques affaires un peu simples là-dessus, en espérant que ça donne lieu à des travaux plus approfondis par des étudiants ou par d'autres. Alors, l'équité intergénérationnelle, peut-être que j'exagère un peu mon admiration de cet arrêt de la Cour constitutionnelle allemande. Et je sais qu'il y a des meilleurs spécialistes que moi de la Cour constitutionnelle allemande, mais cet arrêt du 24 mars 2021 de la Cour constitutionnelle allemande, pour moi, c'est lumineux. C'est vraiment lumineux, qui a été saisi par des jeunes ressortissants allemands du Bangladesh et du Népal. Et la Cour va établir un principe d'équité intergénérationnelle, ce qui est quand même un principe nouveau par rapport aux efforts qui doivent être déployés pour lutter contre le changement climatique. Et ça m'amène inconsciemment, je dirais, ou consciemment, à la métaphore des droits fondamentaux, la métaphore des droits, des générations des droits humains fondamentaux, les droits liberté, les droits égalité, les droits solidarité. Mais est-ce qu'on n'en est pas là maintenant? On en est là, et tant mieux si on en est là. Je dirais, ça c'est une évolution. Est-ce que la Cour dit que l'on ne peut pas décharger de manière irréversible et disproportionnée le poids de la réduction des gaz sur les plus jeunes générations et sur les générations futures? C'est quand même une avancée que je trouve importante, surtout dans ce qu'elle dit, ça viole leurs droits fondamentaux, et la Cour constitutionnelle allemande va les définir comme une garantie intertemporelle de la liberté. Et ça, c'est une phrase qui, si elle est bien traduite, quand même soulève, je trouve, des questions passionnantes. Troisième cas, parce que ça a été évoqué ce matin, et bien il y en a d'autres, les entreprises, les acteurs privés. Alors là, c'est la décision Shell aux Pays-Bas, évidemment, qu'il faut évoquer. Cette décision qui est quand même assez emblématique, 26 mai 2001, c'est en appel, donc on verra si tout ça va être confirmé. Mais là, le tribunal de La Haye va dire tout simplement que les émissions de gaz sous le contrôle de la société mère engagent la responsabilité au regard de quoi? 2 et 8 de la Convention, tout simplement. Donc la société doit rendre compte des actions, des omissions dans tous les maillons de la chaîne pour préserver le bien commun. Et le bien commun, c'est le climat. Troisième, et donc certains disent, je le comprends, c'est que la décision climatique contre Shell s'inscrit dans un nouvel ordre sociétaire. Et là aussi, c'est vraiment une ouverture vers des réflexions beaucoup plus fondamentales que ce que je fais ici. Troisième affaire, une affaire belge, la SBL Klimatzak, elle est en appel, donc on verra ce que fera l'appel. Donc c'est vraiment, on est ici au cœur d'un changement soutenu par 62 000 signatures, accompagné par une clinique juridique, vive les cliniques juridiques que Mireille Delmas-Marty faisait. Moi, je suis venue souvent à ces cliniques juridiques, j'ai trouvé ça passionnant. Eh bien, ici, maintenant, on voit que ça a essaimé, les cliniques juridiques. Jugement de 2001, la Cour va condamner la Belgique pour son inaction climatique sur base des dispositions du Code civil et aussi de la Convention. Mais le fait que ce soit les dispositions du Code civil sur la responsabilité, je trouve ça très important. Alors, premier bilan, eh bien oui, moi je crois qu'on peut raisonnablement soutenir qu'on s'oriente, estimation provisoire, parce qu'on verra ce que ça va donner, vers un droit européen commun des droits humains. Ça, je pense qu'on est sur cette route-là, dans l'esprit que ce que disait Mireille, ou en tout cas pressentait Mireille. Et donc, quels sont ces éléments ou les linéaments d'un droit européen commun des droits humains? Eh bien, pour moi, un premier point, c'est que l'État doit tenir ses engagements. L'État doit tenir ses engagements et les juges n'hésitent plus à opposer à l'État ses propres objectifs climatiques. Le respect des engagements internationaux pourrait devenir un nouveau principe général de droit, je le dis vraiment sur la pointe des pieds, dont le non-respect engage la responsabilité de l'État. Évidemment, les mesures relèvent du choix politique, ça évidemment, mais il incombe au juge de contrôler l'action ou l'inaction de l'État. Il incombe au juge de contrôler l'action et l'inaction de l'État. Pourquoi? Parce que les juges sont les gardiens des promesses, et c'est pour ça que le tableau de Magritte que tu as choisi pour moi est vraiment important, puisque ce tableau s'appelle La promesse. Alors là, je ne pouvais pas trouver mieux. Les juges sont les gardiens des promesses. Ce sont des engagements que les États ont pris. Et alors les États doivent simplement respecter ça. Donc la promesse, je vais la garder, vous devez la garder présente à l'esprit. Actuellement, c'est surtout les articles 2 et 8. Je suis d'accord, vie privée, mais d'autres dispositions vont évidemment entrer en jeu. Je les vois déjà apparaître. L'article 3, l'article 6, la lenteur des procès dans quelque chose qui est urgent va évidemment poser problème. L'article 13, le recours, l'article 14, la discrimination. Il ne faut pas oublier que les injustices climatiques
frappe évidemment plus durement les personnes en situation de vulnérabilité, les personnes en situation de handicap, les jeunes, les personnes âgées, les femmes, les pauvres, bien entendu, auxquels Mireille était quand même super attentive. Et certains suggèrent même, et de nouveau c'est à travailler, que le contentieux climatique pourrait être un outil pour promouvoir l'égalité des genres. Alors là, c'est une jolie ouverture. Et puis, dernier élément, je dirais, qui montre comment pourrait se construire progressivement ce droit européen commun, c'est qu'au-delà des chiffres et des statistiques dont on nous abreuve sans arrêt, les droits humains dans le contentieux climatique permettent de donner un visage à la menace climatique. On entend tout ça de loin, et surtout quand on nous parle de Bangladesh, du Pakistan, on lit tout ça avec émotion, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Mais ici, on nous donne un visage. On donne un visage à travers des... Quand vous verrez les affaires contre la Cour européenne des droits de l'homme, ce sont des jeunes enfants au Portugal, ce sont des femmes âgées en Suisse, mais oui, mais il y a ça aussi. Ça donne un visage à la menace climatique. Et donc, les procès climatiques, c'est plus simplement des symboles, c'est pas simplement symbolique. Non, ils deviennent des leviers puissants. Bien sûr, il n'y a pas un tribunal, il n'y a pas une juridiction qui pourra apporter une solution à tout ça. Mais personne ne va pouvoir apporter ça. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on ne peut pas apporter toute solution qu'on doit ne rien faire. Alors les objections, bien entendu, il y en a, et tous ces arrêts, je ne vais pas l'évoquer, on évoque toute une série de techniques, mais les questions techniques en droit, on trouve toujours une solution. C'est beaucoup plus difficile, c'est des questions fondamentales. Alors la première, évidemment, mais je l'ai déjà tout doucement évoqué, c'est la distinction classique entre droit et politique. Quel est le rôle du juge dans le contentieux climatique? Pourquoi ces fameux juges viennent-ils intervenir là-dedans? Je ne parle pas que des juges de Strasbourg, je parle des juges nationaux. À leur travers, évidemment, ça paraît une question très neutre, mais c'est le spectre, évidemment, du gouvernement des juges. Eh bien non, moi je crois qu'on a des éléments de réponse. Dans un état de droit fondé sur les droits humains, les juges nationaux, comme les juges européens et internationaux, sont, et je le disais déjà tout à l'heure, le gardien des promesses, le gardien de ce que l'on voit là derrière nous. Et dans les démocraties constitutionnelles, évidemment, il ne s'agit pas pour les juges de poursuivre ni de servir un agenda politique, mais de sauvegarder en toute indépendance les droits fondamentaux qui sont reconnus par les États dans les textes européens et internationaux auxquels ils ont adhéré et qui sont concernés. Et puis, si le politique ne s'empare pas du problème, il faut bien que les juges, à un moment donné, assument leurs responsabilités, et ça, c'est clair. Alors, la Convention européenne des droits de l'homme, mais je vais le dire en quelques mots, il y a des requêtes qui sont pendantes devant la Cour. Donc, c'est un droit... C'est ce que, au Collège de France, ça m'a quand même impressionné. Ce que vous faites ici, c'est quand même un lieu qui, pour moi, venant comme ça de Belgique et tout ce que vous voulez, m'impressionne d'être parlé au Collège de France. Donc toi, tu es membre, c'est quand même impressionnant, ma chère Samantha. Alors j'aime bien le thème ici, que ce sont des recherches qui se mettent en place, ce ne sont pas des recherches ni... Voilà, et donc, oui, aujourd'hui, je vais vous évoquer très rapidement deux affaires qui sont maintenant pendantes devant la Cour européenne des droits de l'homme, et on va voir ce qu'elle va en faire. Cette requête que j'évoquais, je ne vais pas dire les noms, tout ça, vous trouverez dans Internet, introduite en 2020 par des enfants portugais. Donc la toute jeune génération qui disait effectivement, ça nous empêche tout simplement d'avoir une vie conforme à la dignité humaine parce qu'ils vivent près d'un endroit où les risques environnementaux sont énormes. Et puis l'autre requête contre l'association de femmes retraitées allemandes, suisses, qui font valoir la même chose, mais de l'autre côté de la vie, l'effet de leur vie sur le réchauffement climatique. Et alors là, c'est pas une illusion. Quand tout à l'heure je me dis il n'y a pas que 2 et 6 et 8, donc vie et vie privée. Il y a aussi le procès équitable. Elles font valoir le procès équitable en disant si tout ça traîne, on n'en connaîtra plus rien. Et c'est juste. Alors, c'est sûr que la Cour a déjà eu à connaître des questions liées à l'environnement, ça c'est tout à fait vrai. Mais comme dit Marguenot, qui a toujours des très bonnes analyses de notre jurisprudence, il dit que cette jurisprudence est bâtie sur des sables mouvants. Et peut-être il faut maintenant, c'est un socle, mais c'est un socle qui pourrait se développer dans une double direction. Consolider les acquis de la protection individuelle. Ça, c'est important. Je rêve peut-être, mais c'est ça, au fond, d'une certaine manière, que je souhaiterais. Et puis, d'un autre côté, renforcer la protection collective, parce que la protection collective est essentielle. Alors, il y a des obstacles à surmonter, je ne vais pas les évoquer, parce que mon temps est presque fini. Évidemment, la question de la territorialité. Ça, c'est clair que ça va se poser immédiatement. Est-ce que la Cour européenne, dans sa juridiction, article 1, est-ce qu'on peut étendre l'application extraterritoriale de la Convention? Un préjudice écologique qui est évidemment
transfrontalier par nature, ça c'est une évidence. Et est-ce qu'on peut comme ça adopter le droit à la réalité? Alors, l'arrêt tout récent de la Cour de la semaine dernière, du 14 septembre 2022, sur le rapatriement des enfants syriens, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, donc ça c'est il y a une semaine, ça se posait exactement là-dessus. La Cour a dit non pour l'extraterritorialité s'agissant de l'article 3, mais elle a dit oui pour l'article 2 du protocole numéro 1. Donc, il y a eu une ouverture, là, ça c'est évident. Donc, l'extraterritorialité, mais à travers l'extraterritorialité, cette autre question, c'est l'universalité. Et alors, certains craignent, et je comprends, beaucoup craignent toujours que la Cour va trop loin. Pour moi, on ne va jamais trop loin en matière de droits fondamentaux. Et c'est une expression que, au fond, ne veut rien dire. Enfin, excusez-moi, je m'emporte un peu, c'est parce que j'ai entendu ça tellement souvent que par moments, j'ai envie de dire maintenant, prenons les mots au sérieux. Certains craignent que l'extraterritorialité va venir sans limite. D'abord, ce risque n'est pas documenté, ça, ce n'est pas exact, il n'y a pas de base solide. Et puis, dialogue des juges, à tout moment, on voit le dialogue des juges s'immiscer. La Cour interaméricaine des droits de l'homme. La Cour interaméricaine des droits de l'homme l'a dit expressément, elle l'a dit, des mécanismes odousiens l'ont dit, ces instruments expliquent l'extraterritorialité si les activités causent aux droits humains des effets qui sont prévisibles. Évidemment, ce n'est pas une extraterritorialité sauvage, évidemment que non, des effets prévisibles parce qu'il y a un lien causal. La Cour constitutionnelle allemande, mais là je le dis parce que je ne suis pas un spécialiste, se fonde sur le critère du connecting factor. Donc il y a évidemment des conditions, évidemment des exigences. Alors l'autre question plus philosophique, c'est sûr que c'est les générations futures. C'est les générations futures et qu'elles demandent véritablement une approche interdisciplinaire, comme Mireille les adorait d'ailleurs, dans laquelle elle nous disait de le faire. Alors c'est sûr que la voie est ouverte. Est-ce que l'on peut effectivement, dans le domaine du climat, dans d'autres domaines aussi, la dette, on peut tout le multiplier, est-ce qu'on peut affliger des effets à long terme disproportionnés sur les jeunes générations? C'est donc la dimension intertemporelle, ici, du préjudice écologique qui est en cours. La Cour ne l'a jamais dit. La Cour n'a jamais été sur ce terrain-là au regard de l'article 14, mais pourquoi est-ce qu'elle ne le ferait pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne le ferait pas? La Cour peut changer de paradigme, elle l'a fait. Et j'en terminerai par-dessus, mais encore un tout petit mot, c'est que la Convention européenne des droits de l'homme, elle ne fonctionne pas dans un vide, elle fonctionne dans une société. Et si on prend toute la jurisprudence de la Cour depuis le moment où elle a commencé, c'est-à-dire non pas en 1950, mais en 1960, les plus belles pages de la Convention ont toujours été écrites en marge, toujours. Et je me demande si ce n'est pas le moment, effectivement, de le faire encore. Alors voilà, juste un petit mot de clôture. Tu l'as évoqué dans ton texte, on en a parlé ce matin de tous côtés, et on l'a lu, et j'y suis profondément attachée. Il y a les forces imaginantes de l'esprit. C'est vrai que Mireille nous a mis là-dedans. Et maintenant, on ne peut plus s'en détacher. On ne peut plus s'en détacher, on est pris par cette idée. Mais Habermas répond en écho et souligne ceci, que les droits humains traduisent quelque chose qui a l'explosivité politique d'une utopie concrète. Et je trouve ce mot d'une utopie concrète, qui est un joli oxymore, évidemment, une utopie réaliste. Et il dit les droits humains, enfin lui dit les droits de l'homme, et moi je dis les droits humains, forment une utopie réaliste, loin d'un idéalisme qui n'engage à rien, d'un côté, ou d'une posture cynique des prétendus réalistes. Et donc il faut se trouver une idée à côté de l'autre. Et il dit pourquoi? Parce qu'ils poursuivent un idéal de société juste qui est inscrit dans les institutions des États démocratiques. Et c'est ça le message que Mireille nous envoie. C'est celui-là sur lequel, voilà, moi je voudrais simplement, tout modestement, m'inscrire et en tout cas m'inspirer énormément. Merci encore à toi d'avoir mis cette journée en place. Voilà, je vous remercie.